On va en parler évidemment avec nos invités, mais je commence avec vous, Alexis Cuvillier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Comment les sages ont-ils justifié au fond cette décision de censurer cette mesure très, très attendue, notamment par le président de la République? Une décision du Conseil constitutionnel qui repose sur plusieurs constats. Un certain nombre de libertés fondamentales qui n'étaient plus garanties dans la formulation qui a été adoptée à la fin du mois de juillet par le Parlement. Il faut rappeler que cette adoption définitive le 21 juillet, elle s'était faite à une large majorité, 279 voix contre 81. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas toutes les garanties de respect de la vie privée, des garanties de liberté d'expression. Et puis, il y a également le sujet de failles du texte qui sont apparues et que le Conseil constitutionnel a estimé qu'il fallait revenir sur cette formulation. Alors, du côté des défenseurs du texte, on se rassure en disant que certes, il va y avoir un travail important, conséquent, qui va débuter maintenant de reformulation d'un texte, mais que la légitimité des parlementaires à apporter des modifications, à légiférer sur ce sujet sensible de l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, cette légitimité, elle était complète. Et ça, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas revenue là-dessus. Simplement, dans la formulation du texte, en effet, les sages ont estimé qu'il fallait faire autrement. Bruno Jeudi, quand on est un président de la République qui a autant poussé pour cette mesure et qu'on a un Conseil constitutionnel qui censure justement la disposition, c'est quand même un revers politique assez fort pour Emmanuel Macron. Oui, c'est un important camouflet même politique pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est l'article 1er qui est retoqué, c'est simple, l'article 1er est retoqué, et c'est quand même assez symptomatique d'une décision qui semble assez nette de la part du Conseil constitutionnel, présidé, je le rappelle, par Richard Ferrand. Alors, il faut jamais faire de rapprochement, mais c'est quand même Richard Ferrand, Alain Juppé notamment, voilà, deux piliers importants de la vie politique française, très sourcilleux sur les questions de liberté d'expression. Ça, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est implacable sur ce point-là. Et là, c'est un camouflet politique. Pourquoi ? Parce qu'en plus, le président, il s'est engagé fortement, vous le disiez. D'abord, c'était dans ses vœux au 31 décembre 2025. Il en parle, comme pratiquement, c'était même peut-être la seule mesure vraiment clair de ses vœux qui étaient assez ternes par ailleurs, et il s'était engagé fortement et il voulait vraiment régler ce texte avant l'été. Il a réussi d'ailleurs, hein. Le texte a été voté, tout comme la loi de programmation militaire par exemple, ou la loi fin de vie qui n'est pas retoquée par le Conseil constitutionnel. Il y avait aussi une saisine sur ce point-là. Donc politiquement, pour le président de la République, en fin de mandat, c'est un déboire politique important, mais c'est un déboire qu'il a souvent eu sur ces questions-là. Souvenez-vous, loi Avia en 2020, c'était un texte qui voulait interdire des mesures sur les contenus haineux, retoqué aussi par le Conseil sur le Conseil constitutionnel. Sur les questions numériques, le Conseil constitutionnel a une lecture très différente des politiques, il faut le dire. Il juge en droit, il juge par rapport aux textes fondamentaux. Avec nous au plateau, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Events. Est-ce que vous êtes surprise par cette décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui ? Moi, je suis extrêmement choquée. C'est même pas surprise. Je suis franchement sous le choc parce que je trouve qu'il y a un décalage entre, vous appelez les sages du Conseil constitutionnel et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On a des députés qui sont pour, qui ont voté tous à l'unanimité, en majorité pour cette loi. Et on voit des sages qui finalement, eux, tranchent et bottent en touche cette loi. Alors que, je suis désolée, je vais parler clairement, ils ont entre 64 ans et 80 ans. Alain Juppé. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Mais ils sont pas à la page. Ils savent pas ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. C'est un peu De caricatural, ce qui se passe. peut-être. Non. Moi, je prends les réseaux sociaux de Alain Juppé. D'accord ? Il n'a pas posté. Ses réseaux sont pas actifs depuis 2019. Comment voulez-vous qu'il sache la violence qui se passe sur les réseaux sociaux alors qu'il a un compte qui est inactif sur les réseaux depuis 2019 ? Comment on peut confier la responsabilité Ça ne veut pas dire à une personne qu'il ne va pas sur les réseaux. Mais ça veut dire très pour bien moi ne pas faire de tweets. Quand on n'active pas ces réseaux, je pense que c'est qu'on n'y va pas beaucoup et on y a le droit, il n'y a pas de souci. Mais avoir cette responsabilité pour protéger les enfants qui ont moins de 15 ans et de botter en touche une loi qui peut les protéger facilement. Et franchement, il faut arrêter avec cette liberté d'expression. Aujourd'hui, traiter un enfant de 12 ans, de espèce de grosse tarlouse ou va te suicider, etc. C'est ça la liberté d'expression qu'il faut protéger. On n'est pas dans la liberté d'expression, là. On est dans un fléau, on est dans un problème. Et je pense que ces gens-là, il faudrait les mettre en face des parents
de ces enfants qui se sont suicidés et leur dire, on voit pas en fait, on se rend pas compte finalement du danger des réseaux sociaux, parce que c'est un peu ça qu'ils disent. Pour faire avancer le débat, il faut savoir que Emmanuel Macron, il relance ce dossier-là après justement un fait divers, un adolescent qui meurt dans un collège à Nogent-sur-Nogent. Et c'est à la suite de ce fait divers assez terrible, où les réseaux sociaux sont en première ligne, qui décident de faire une législation en France. C'est ça le point de départ. Et derrière, ça va déboucher sur des propositions de loi multiples et variées jusqu'à cette loi qui est votée et qui ce soir est invalidée. Aurore Bonavia, vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise en droit du numérique. Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de rédiger une nouvelle loi qui soit juridiquement robuste. Est-ce que ça vous semble possible, techniquement, de faire aboutir cette loi? C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron, avec toutes les limites qui ont été mises en avant aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Oui, je pense, parce que ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel dans son rejet, c'est qu'en réalité, il considère que l'interdiction des plateformes était trop large et visait également des plateformes pouvant être des contenus informatifs et éducatifs, d'où la notion de privation de liberté d'expression qui pouvait être liée à ça. Donc oui, je pense que si on peut reprendre le texte et bien délimiter et bien peut-être mieux cibler les contenus, enfin en tout cas les plateformes problématiques aujourd'hui. Sylvain Trinel est en ligne avec nous, journaliste Tech & Co. Quelles sont les faiblesses au fond du texte qui a été soumis au Conseil constitutionnel selon vous? Est-ce qu'il y a des points précis qui expliquent aujourd'hui cette décision? Et ben, du coup, les invités en plateau on les ont effectivement assez bien résumés. L'article premier, il est clairement visé. Ça porte atteinte clairement à la liberté d'expression, et surtout c'est disproportionné dans la mesure où cette loi vise la quasi-totalité des plateformes. Je voudrais quand même un petit peu revenir sur plusieurs choses quand même de cette décision. Le Conseil constitutionnel, il explique qu'aucune étude effectivement montre que les réseaux sociaux font du mal aux adolescents. Alors effectivement, c'est vrai, il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir un impact sur leur santé mentale, mais néanmoins, au sens large du texte tel qu'il était prévu, ça n'est pas le cas. Et puis, l'ironie de l'histoire, finalement, c'est que cette interdiction, alors que dans la loi, il était prévu normalement d'avoir une vérification d'âge obligatoire pour l'intégralité des Français, donc même pour ceux qui ont plus de 18 ans, elle intervient, cette décision, au lendemain d'une énorme faille de sécurité qui a été annoncée par les services des impôts, ce qui montre en fait que l'un des problèmes de cette loi, c'est qu'elle imposait une sécurité supplémentaire et donc une vérification de l'âge, mais en plus de ça, sans sécurité derrière. On ne sait pas comment est-ce que l'État voulait véritablement imposer cette vérification d'âge. Elle passait vraisemblablement par des acteurs privés, et tout ça, donc, ça met en insécurité, d'une certaine manière, les données des Français qui auraient dû y passer tous sans exception. Donc, clairement, on peut trouver cette décision évidemment anormale. En revanche, effectivement, ce que dit le Conseil constitutionnel, qu'importe l'âge des personnes qui en font partie, elle est réaliste au regard de notre Constitution et des risques sur la liberté d'expression que ça faisait peser d'une manière générale. Magali Berda, parmi les arguments mis en avant par le Conseil constitutionnel, il considère que les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis, et qu'au fond, il n'y a pas assez, ce n'est pas assez documenté des méfaits des... Enfin, pardon, mais s'il n'y a pas assez de morts, je sais pas. D'études scientifiques qui montrent effectivement un rapport direct entre l'utilisation de certaines plateformes. Les Français en ont vraiment marre de cette difficulté, de cette construction de la loi qui est lunaire par rapport à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en France et ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même assez de cas de suicide chez nos enfants aujourd'hui à cause des réseaux sociaux qui eux-mêmes ne savent pas réguler leur propre plateforme. Les réseaux ne savent pas. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils veulent pas réguler leur plateforme. À un moment donné, s'ils veulent pas le faire, il faut que l'État le fasse. Donc qu'est-ce qu'il conviendrait de faire selon vous ? Mais il faut absolument interdire l'accès au réseau aux enfants de moins de 15 ans. Ça, c'est totalement OK. Et ensuite, il faut enlever l'anonymat. Alors moi, je veux pas savoir qui est Tartampion 40 qui vient m'insulter ou me menacer de mort. Je veux pas savoir son nom sur les réseaux. Je veux que la police, si jamais il y a une plainte qui est déposée parce que c'est trop grave et que les propos, les menaces, le harcèlement est trop loin, que la police, elle ait tout de suite accès à la carte, à l'identité, au nom et au prénom de la personne, et que ça dure pas 1 an avant de les retrouver. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être
être mis en place. J'avais parlé avec Prisca Thévenot de ça, qui a fait partie donc de l'étude de cette loi, je crois, avec Gabriel Attal, de cette construction, enfin de cette proposition. Elle m'avait dit, c'est très simple, il faudrait... Je comprends que les gens n'ont pas envie de donner leurs coordonnées aux plateformes. Dans ces cas-là, mettez, comment s'appelle les impôts, vos accès aux impôts là. Le fisc. Oui, non, non, l'identité numérique. France Connect France Connect, le service Dans ces cas-là, on peut numérique. passer peut-être par une plateforme comme France Connect. C'est-à-dire que c'est France Connect qui valide l'inscription sans donner à TikTok ou à Instagram ou Snapchat les coordonnées de la personne, mais qui valide par rapport à l'âge, etc. Il y a plein de moyens de faire. Mais il faut se mettre à table et il faut le faire. Aurore Bonavia, c'est envisageable ça? Qu'est-ce que vous répondez à Magali Berda? Oui, sur le principe, j'ai envie de dire que c'est envisageable, mais encore une fois, comme l'a dit l'autre invité, avec toutes les cyberattaques aussi que l'on entend et le manque de sécurité derrière les outils, il faut bien s'assurer parce que voilà, donner sa pièce d'identité pour une vérification à tout utilisateur, même non mineur, on vient, on va dire, aller au-delà de l'objectif poursuivi. Et si en plus derrière, ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là, qui sont quand même tous étrangers, qui n'assurent pas derrière la sécurité des données, ça pose aussi d'autres problématiques. Donc voilà, je pense, j'ai pas en tout cas la solution miracle. Connect, vous pensez que c'est possible de faire ça? À voir si France Connect est suffisamment sécurisée, parce que quand on voit la faille de sécurité des services des impôts qui soulève aussi des questions, on voit qu'on n'est pas forcément à l'abri, mais en tout cas... Qui mettent de l'argent pour renforcer la sécurité de France Connect, plutôt que de mettre de l'argent dans des repas à l'Élysée tous les soirs avec des people et des stars. Il y a un moment donné, il faut voir les priorités aussi. Non mais, si, je suis désolée. Je sais pas si vous pouvez mettre ça sur le même plan. Mais pardon, mais à un moment donné, il faut voir. Mais si, parce que... Mais si, je suis désolée. Je suis d'accord. C'est une priorité, c'est une priorité. On est toujours en ligne avec Sylvain Trinel pour mieux comprendre le débat qui nous agite. Il faut préciser aussi que d'autres pays ont déjà mis en place ce type de disposition. C'est le cas de l'Australie, qui depuis le 10 décembre dernier a instauré que les plateformes devaient empêcher les moins de 16 ans d'avoir un compte. Ça concerne notamment les comptes Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube et Reddit. Ça veut dire que c'est techniquement possible et qu'il y a des pays tout à fait démocratiques qui respectent la liberté d'expression mise en avant aujourd'hui par le Conseil constitutionnel et qui appliquent ces mesures. Alors, la liberté d'expression, du coup, elle n'a pas forcément les mêmes limites en fonction des pays, mais effectivement, c'est déjà disponible en Australie. Les plateformes ont déjà des outils qui permettent de vérifier l'âge, mais cela étant, en Australie, ça ne fonctionne pas. Là, pour le coup, on a suffisamment de recul pour constater qu'il y a encore énormément d'ados qui ont moins de 16 ans qui ont accès à des réseaux sociaux en Australie. C'est pas une très bonne solution. Je me permets quand même juste de répondre à une affirmation, je crois que c'est de Magali Berda, qui disait qu'il fallait responsabiliser les plateformes. Alors, en soi, c'est vrai. Pour autant, il y a déjà des lois, notamment une réglementation européenne, qui exige des réseaux sociaux que lorsqu'effectivement il y a une plainte qui est déposée pour cyberharcèlement, etc., qu'elle livre aux autorités les informations personnelles de l'utilisateur qui fait ce cyberharcèlement-là. Pareil, en termes de modération, il y a aussi des sanctions qui peuvent être prises. Il y a des enquêtes d'ailleurs qui sont toujours en cours, notamment contre X, et des enquêtes qui sont aussi en cours contre Meta. Bien sûr que ça n'est pas suffisant. Après, est-ce que cette loi qui a été mise en place, développée après un fait divers, est-ce qu'on légifère après un fait divers? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que c'est suffisant ce qui se passe actuellement en termes de réglementation en Europe? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Néanmoins, il y a déjà des outils. La loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France, est-ce qu'elle n'était pas de trop? Vraisemblablement, selon le Conseil constitutionnel, en tout cas, elle allait trop loin. Magali Berda, je voulais réagir. Quand j'entends monsieur le journaliste, je suis Sylvain assez... Trinel. Voilà, Sylvain. Je suis assez choquée parce que vous dites qu'ils ont déjà des outils, ils doivent donner les coordonnées. Alors, les adresses IP, etc. Vous savez combien de temps ça prend? Moi, j'ai vécu un des plus gros dossiers de cyberharcèlement aujourd'hui en France. Il y a eu 34 personnes condamnées à de la prison. J'ai vécu ça pendant 3 ans non-stop. 3 ans non-stop. Donc, la police se donne les moyens. Attention, moi j'ai eu l'équipe de l'OCLCH que vraiment je remercie du fond du cœur, c'est eux qui m'ont sauvé. Mais à côté de ça, combien de temps ça prend avant que les plateformes répondent? Vous savez combien ça prend de temps avant que Twitter donne les adresses IP? C'est très long. Vous croyez, franchement, en tant qu'un adulte aujourd'hui a du mal à tenir. Moi, pendant mon cyberharcèlement, j'ai fait 4 tentatives de suicide. Vous croyez qu'un gamin de 12 ans, il tient le coup? Il va attendre 3 ans. Ils tiennent pas, les enfants. Ils tiennent pas le temps que les plateformes, elles communiquent. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc, ce que vous dites, c'est obsolète. Ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Il faut que les plateformes soient condamnées. Vous dites qu'il y a des enquêtes contre les plateformes. Moi, j'ai déposé plainte contre Twitter. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est combien d'années une plainte avant qu'elle aboutisse à quelque chose? C'est trop long. Voilà. Et c'est pas faute à la police, je le dis bien, parce que moi, la gendarmerie,
Franchement, ils m'ont sauvé, mais c'est trop long. On peut pas physiquement et mentalement attendre autant de temps, et surtout nos enfants. Sylvain Trinel. Alors, c'est trop long, bien sûr que c'est trop long. Ça, je Ah dis oui. pas le contraire. Après, moi, je suis pas là pour juger. J'énumère simplement les faits, qui sont qu'effectivement, il y a déjà des réglementations au niveau européen. Et c'est d'ailleurs là qu'aurait dû, dès le départ, se faire le débat lancé par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il a tenté de le faire. Simplement, effectivement, la plupart des pays, enfin, une partie des pays européens ne veulent pas mettre en place cette interdiction-là. Donc, ça se fait pays par pays, avec donc le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel, en l'occurrence pour la France. Après, il y a aussi une question de moyens, tout simplement. Vous parliez des policiers, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qui leur sont alloués. Et effectivement, sur cette question précise, les moyens ne sont vraisemblablement pas suffisants. Parce que oui, 3 ans pour avoir une décision, pour avoir une adresse IP, etc., c'est évidemment trop long. Pour autant, est-ce que les réseaux sociaux font en sorte de contrecarrer ce genre de demande des autorités? Honnêtement, je ne le crois pas, mais pour autant, effectivement, il faudrait sans doute durcir la réglementation de ce côté-là. Mais c'est uniquement au niveau européen. Vouloir faire équipe tout seul, comme on a pu le faire en France, c'est peut-être pas la bonne solution. Alexis Cuvillier. Euh, Peut-être un mot pour redire que ce n'est pas terminé. Ça veut pas dire, cette censure aujourd'hui, que ce texte ne verra pas le jour. On a connu des précédents récents de textes qui sont retoqués, puis quand ils sont retravaillés, ils passent cette fois-ci l'examen, j'allais dire, du Conseil constitutionnel. Le président de la République, vous le rappeliez tout à l'heure, Jérémy, a réagi assez rapidement. L'Élysée a publié un communiqué en demandant au Premier ministre de travailler, je cite, dans les meilleurs délais à une rédaction juridiquement robuste. Ils ont fixé comme objectif désormais le printemps 2027. Évidemment, c'est la date de la fin du mandat d'Emmanuel Macron qui semble attaché, on l'a vu à plusieurs reprises ces derniers temps, attaché à cette promesse, attaché à cet engagement qu'il avait pris et répété à l'occasion de ses derniers vœux. Est-ce que l'examen au Parlement, cela pourra tenir dans le calendrier? Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Des défenseurs du texte parlent d'une ligne de crête parce qu'il y a beaucoup de contraintes. On a peu parlé ici des contraintes du droit européen qui ont beaucoup pesé sur la rédaction du texte qui a été retoqué et qui pèseront à nouveau sur l'écriture de la nouvelle mouture. Merci pour ces précisions. On évoque à présent un autre sujet numérique qui inquiète et qui fait beaucoup parler. Ça concerne justement le piratage dans les services du fisc. La Direction générale des finances publiques annonce que quelques centaines de milliers d'usagers sont concernés. Piratage qui a eu lieu il y a quelques semaines. On va en parler avec nos invités dans un instant. On va évoquer les risques et puis les mesures à prendre pour protéger vos données. Mais d'abord, on accueille Boris Karlamov qui nous rejoint. Que s'est-il réellement passé donc dans les services des finances publiques? Alors, ce que l'on sait à ce stade, Jérémy, c'est qu'il y a quelques centaines de milliers d'usagers qui sont donc concernés par cet acte malveillant. Le spectre aujourd'hui des possibilités criminelles est malheureusement très vaste, puisque ces données fiscales ont vraisemblablement été extraites des données qui sont actuellement à Bercy, des données particulièrement sensibles qui se retrouvent donc ce soir dans la nature, vendues au plus offrant, pas seulement des données d'état civil. Ce qui est susceptible d'avoir été extrait, c'est par exemple le numéro fiscal, votre revenu fiscal de référence ou encore le taux de prélèvement à la source. Cela fait peser des risques concrets et sérieux si vous êtes concerné par cet acte malveillant. Risque d'usurpation d'identité, tentative de fraude administrative à l'aide de ces données par exemple. Autre risque aujourd'hui, des kidnappings, et c'est là encore plus grave, des extorsions visant là aussi des personnes très riches, puisque selon plusieurs spécialistes qui sont intervenus tout au long de la journée sur notre antenne, eh bien des personnes possédant des dizaines de millions d'euros apparaissent dans les données volées. On va faire un petit aperçu de ce qui peut découler d'une fuite de données sensibles. En octobre dernier, souvenez-vous, la Fédération française de tir avait été piratée. Les données de 1 million d'adhérents, actuels ou anciens, ont été dérobées, c'est-à-dire des personnes qui détiennent des armes. Le parquet de Paris nous indique que ces données ont été utilisées pour commettre des vols avec violence et séquestration, des vols par effraction au cours desquels des armes auraient notamment pu être dérobées et ont été d'ailleurs dérobées. Donc en fait, toutes ces données-là
Au-delà du numéro fiscal, on va pouvoir voir combien vous touchez. Si vous touchez une somme importante, eh bien, tout de suite, la personne à l'origine de cet acte malveillant va récupérer votre adresse et vous pourrez être alors victime, hélas, d'un cambriolage. Donc, ça donne de nombreuses indications sur votre revenu, sur votre situation personnelle qui peuvent se déboucher parfois par des kidnappings ou des séquestrations qu'on a pu voir, par exemple, dans les affaires de crypto-monnaie. Aurore Bonavia, on vient d'entendre les informations données par Boris. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé là à Bercy. Oui, c'est extrêmement grave, d'autant que bon, c'est un service de l'État, donc on s'attend à ce que la sécurité informatique soit quand même là, puisque les textes nous imposent à toute société d'employer des moyens pour sécuriser ces données. Mais quand on voit que un propre service de l'État est également attaqué, ça fait peur, notamment sur les conséquences que cette fuite de données peut avoir, et des conséquences graves jusqu'à kidnapping ou autre, et pas seulement sans bien évidemment diminuer la conséquence, pas seulement une fraude bancaire ou autre. Donc effectivement, ça, c'est très très grave. Alors la Direction générale des finances publiques annonce que quelques centaines de milliers d'usagers sont concernés. Est-ce qu'on a la capacité de savoir précisément qui a été concerné et quelles données ont été dévoilées ou aspirées ? Alors oui, en principe, oui, j'ose espérer. C'est le service là de Bercy et donc les équipes derrière, je suppose, l'ANSSI et autres, qui peuvent donc repérer la fuite, enfin la violation, et effectivement identifier. Et d'ailleurs, c'est le rôle, puisque le texte, le RGPD, impose d'identifier quelles sont les données qui ont été piratées, les personnes concernées, d'informer bien évidemment la CNIL, vu l'ampleur des dégâts, et bien évidemment d'informer personnellement, individuellement les personnes. Donc il faut s'attendre à recevoir un mail comme quoi on a été victime de cette fuite de données. Baptiste Robert est avec nous, chercheur en cybersécurité et président de Predicat Lab. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit sur le plateau. On parle d'un acte malveillant. Est-ce qu'on sait qui est derrière ce type de pratique de piratage ? Est-ce que ce sont des groupes qui travaillent pour eux-mêmes ou qui revendent ces données ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir ? Alors, on connaît assez bien les cybercriminels qui sont derrière les fuites de données qu'on voit en série depuis maintenant quelques mois, voire années, et qui concernent des entreprises ou des entités françaises. C'est souvent la typologie aujourd'hui du cybercriminel, c'est souvent très jeune, très masculin, très dopé à l'ego, et le but du jeu est d'attaquer la plus grosse société, d'attaquer l'entité la plus connue de manière à se faire un nom, que son pseudo soit associé en fait à un hack. C'est un peu une victoire et c'est un peu un palmarès. Et ici, on a effectivement le pseudo de la personne derrière, et c'est les services soit de gendarmerie, soit de police qui vont investiguer, enquêter pour comprendre qui se cache derrière le pseudo. On sait le faire assez facilement et assez rapidement. On a vu ces derniers temps, l'actualité est pleine d'arrestations de cybercriminels. Malheureusement, le mal est fait, puisque aujourd'hui la donnée a bien été exfiltrée. La question dans les échanges précédents que vous avez eus, il faut quand même tempérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le hacker a publié un post sur un forum cybercriminel connu. Il dit avoir plus de 600 000 données. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a forcément. Potentiellement, il peut mentir. Et c'est là où le travail des équipes de la direction générale, le travail des équipes de l'ANSSI va être capital, parce que ça va permettre de quantifier un petit peu le problème. Quand on arrive dans ce type de situation, on va geler la situation et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et combien de personnes sont concernées. Et à l'issue de ce travail, qui est un travail de fourmi et qui va prendre un peu de temps, là, effectivement, toutes les personnes concernées vont être contactées parce que c'est une obligation légale. Et on connaît ces petits cybercriminels, ils sont pas extrêmement techniques et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est rarement des États. Mais c'est pas un bon signe pour notre cybersécurité et notre cybersécurité d'État. Baptiste Robert, j'ai lu que les fichiers étaient déjà en vente sur des réseaux sociaux. C'est le cas ? Alors effectivement, le hacker, quand il a publié son post, il l'a publié dans une section du forum qui est pour la section de vente, en disant, voilà, j'ai une base à vendre, celle des impôts. Je la vends X milliers d'euros. Si vous voulez me contacter, voici mon pseudo, envoyez-moi un message. Donc, il y a effectivement des discussions qui se font avec les uns et les autres. Est-ce qu'il va vraiment réussir à la vendre ? Est-ce qu'il va vraiment réussir à obtenir des milliers et des milliers d'euros ? Il y a peu de chances, pour être honnête. Entre le fantasme et la réalité, il y a quand même un gros delta. L'actualité et les cybercriminels passés ont montré que
quand ils sont sous pseudonyme, souvent ils se vendent beaucoup. Ils disent qu'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et en réalité, ils gagnent quasiment rien. Donc la probabilité, il y a deux scénarios. Le premier, c'est qu'on ne va jamais voir la base de données. Elle ne sera jamais publique. Et peut-être que c'est du flan total. Peut-être qu'il n'y a pas 600 000, mais il y en a quelques milliers. Et c'est la deuxième possibilité, cette base de données va finir, entre guillemets, dans le domaine public et elle sera téléchargeable par tout le monde. Et dans ce cas-là, tout le monde va être largement informé parce que tout le monde va avoir accès à cette base de données, malheureusement. On est toujours en ligne avec Sylvain Trinel. Des questions très très pratiques. Sylvain, comment d'abord savoir, et c'est la question que se posent sans doute tous ceux qui nous écoutent, si on est concerné ou non par ce piratage de données? Donc l'État en fait a annoncé que les personnes concernées par cette fuite de données seraient tout simplement contactées personnellement, puisque effectivement ils peuvent le faire directement, puisqu'ils ont toutes nos données. Donc ils seront notamment a priori par mail, si j'ai bien compris, plutôt que par courrier. Quelles sont les données, le type de données le plus sensible et le plus dangereux au fond si elles sont communiquées à des personnes mal intentionnées? Dans le cas des impôts, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, tout dépendra de ce qu'il y a réellement dans ce piratage. Mais effectivement, on a le numéro fiscal, on a aussi d'autres données qui peuvent être vraiment à risque. Par exemple, le quotient que l'on peut avoir, le quotient fiscal, également les résidences secondaires, etc. Toutes ces données-là qui peuvent derrière en fait amener à des, je sais pas, des cambriolages par exemple ou du phishing, des mails qui peuvent derrière vous arnaquer en rentrant d'autres coordonnées bancaires pour d'autres coordonnées sensibles. Ça, voilà, c'est forcément les impôts, c'est probablement le pire qui pouvait se passer en termes de données. Est-ce que si je vais sur impôts.gouv.fr et que je change mon mot de passe, ça peut me protéger un peu plus ou ça ne servira strictement à rien après ce qui s'est passé? Non, ça servira à rien parce que les mots de passe n'ont pas été dérobés. En fait, c'est via un accès qui n'a absolument rien à voir avec le site internet. Donc non, les personnes n'ont pas besoin de changer leur mot de passe, même si évidemment. Voilà, vous pouvez le faire par sécurité, ne serait-ce que vérifier que ce mot de passe n'est pas utilisé sur d'autres comptes qui peuvent aussi être assujettis à des fuites de données. Donc pensez-y, effectivement, n'utilisez pas le même mot de passe, surtout pour des sites aussi sensibles que celui des impôts. Donc si je vous suis, il faut attendre des nouvelles, on va dire, des services des impôts qui, en fonction des données qui ont été dévoilées, vous donneront des conseils sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il convient de faire pour se protéger? Exactement. Et puis, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il faudra évidemment faire attention aux courriers que vous recevez, aux mails que vous recevez, qui peuvent justement se faire passer pour les impôts et vous faire croire que vous devez X milliers d'euros à titre de régularisation, etc. Il faudra faire attention à tout ça puisque vous pouvez effectivement potentiellement être concerné. Après, je me permets de rajouter quand même, aujourd'hui, effectivement, cette fuite, elle est malheureuse, mais aujourd'hui, la plupart des experts en cybersécurité avec lesquels j'ai pu discuter montrent que la quasi-totalité des données des Français sont déjà dans la nature d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, c'est pour ça que ces données ne valent plus grand-chose aujourd'hui, puisque en fait, elles ont déjà été volées malheureusement. Aurore Bonavia, là, ce que vient de dire Sylvain Trinel, c'est vrai, toutes nos données sont de toute façon publiques et accessibles? Oui, malheureusement, quand vous regardez, moi je suis abonnée à beaucoup de médias dans la cyber et quand je vois chaque jour les sites qui sont attaqués, piratés, vous avez la Fédération française de handball dont je suis adhérente il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le site des impôts, il y a il y a eu Promo Vacances, enfin il y a eu des sites de vacances aussi, voilà. Donc en fait, les cyberattaques malheureusement sont de plus en plus fréquentes et c'est pour ça qu'on dit souvent en cybersécurité que c'est plus si on va être attaqué, mais plutôt quand. Donc effectivement, il faut être plutôt vigilant, comme ça a été dit, à ce qu'on va recevoir. Et en plus, là, c'est la période du paiement, des régularisations, des impôts. Quand on va recevoir, en rentrant de vacances, un remboursement de 1 000 €, bon, il faut peut-être un petit peu ne pas se précipiter et effectivement aller consulter son espace personnel plus sécurisé avant de régler tout ça, quoi. Baptiste Robert, une question, parce que ce piratage a eu lieu fin juin. On l'apprend uniquement aujourd'hui. C'est passé donc plus d'un mois, quasiment un mois et demi. Est-ce que ce n'est pas prendre un risque d'attendre autant pour prévenir les usagers concernés? En fait, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il y a eu une attente volontaire. La Direction générale des impôts a eu connaissance de ce hack et a décidé de ne pas communiquer.
Mais le deuxième scénario, qui est le plus probable, c'est qu'ils ont ils ont pris connaissance de ce hack en même temps que tout le monde. Et en même temps, quand le hacker a publié son post sur le forum, ils ont pris connaissance de ce hack et faute de monitoring, faute de surveillance sur leur réseau ou de surveillance suffisante et nécessaire sur leur réseau, ils ont appris en même temps que tout le monde ce hack. Et ça pose énormément de questions sur la cybersécurité du système en lui-même, sur le système d'alerte, le système de monitoring, en se disant là, comment ça se fait, comment on explique ce mois et demi. Et malheureusement, dans ce cas, ça a été dit juste avant, on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, énormément de fuites de données. On voit toujours la même réaction dans les médias, on est toujours horrifié de toutes les données qui sortent, mais il faudrait que pour ces entités d'État, ça avait déjà été le cas pour France Travail, on a eu le ministère de l'Intérieur, c'est d'expliquer que la direction générale des impôts s'engage sur pourquoi il y a eu un mois et demi. Expliquez-nous pourquoi vous avez attendu un mois et demi. Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cet échec? Il faut expliquer et communiquer sur les raisons de cet échec. Aurore Bonavera, sur ce délai, est-ce que ça vous interpelle, vous aussi? Oui, on peut comprendre que ça interpelle, mais je suis pas vraiment surprise parce qu'effectivement, la plupart des cyberattaques sont découvertes en fait quand elles sont divulguées par les médias et rarement en interne parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens ou les détections possibles. Parce que des fois, il y a des cyberattaques tellement, j'ai envie de dire, bien faites que la détection s'avère plus difficile. Donc, malheureusement, je ne suis pas étonnée de cette réponse. Alors, le fisc va déposer plainte. L'incident a été notifié à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ça change quelque chose, ça véritablement, ou bon, c'est pour la forme et comme on dépose plainte quand on s'est fait voler son portefeuille? Alors non, c'est quand même important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des services de police et de gendarmerie spécialisés en cybersécurité qui voilà, pourront déployer des moyens pour retrouver potentiellement le hacker ou du moins pour investiguer sur l'étendue de l'attaque. Et après, tout simplement, la CNIL est le garde-fou sur la protection des données et le texte impose effectivement un signalement à la CNIL dans les 72 heures de la prise de connaissance de l'attaque. Donc il est important de le faire. Et ensuite, la CNIL, elle, va certainement diligenter une enquête et voir si la faille de sécurité était peut-être déjà connue ou pas du ministère, s'il n'y a pas des éléments, des rappels à l'ordre et autres à imposer pour se conformer voilà, pour la suite. Baptiste Robert, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents en France de piratage de cette ampleur ou même à l'étranger? Est-ce qu'il y a des services des impôts à l'étranger qui ont déjà connu ce type de phénomène? Alors oui, il y a eu des précédents dans l'actualité, il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu, il y a eu, comme je disais, il y a eu France Travail, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale. On a eu beaucoup d'entités d'État qui se sont fait hacker récemment. Est-ce qu'il y a d'autres entités liées aux impôts? Là, comme ça, il y a eu quelques pays d'Afrique notamment, mais globalement, notre pays est sous une attaque cyber depuis quelques semaines, quelques mois. Pour revenir sur le point précédent, il est important de porter plainte, parce que le porter plainte, ça permet aux policiers et aux gendarmes d'ouvrir un dossier et de faire leur travail. Et là, ce qui s'engage dès maintenant, c'est que le travail des gendarmes et des policiers, ça va être de découvrir qui se cache derrière le pseudo qui a posté l'annonce, qui se cache derrière cette attaque. Et à leur décharge, on a eu beaucoup de succès, les autorités ont eu beaucoup de succès ces dernières semaines pour trouver les cybercriminels, les démasquer et aller les chercher à 6 heures du matin devant chez eux ou devant chez leurs parents, puisque pour certains, ils sont à peine majeurs ou sont même mineurs, 15, 16 ans, 17 ans, et qu'ils habitent encore chez leurs parents. Donc, on va le trouver. Il n'y a pas de question en règle générale, ils ne sont pas très évolués, ils ne sont pas très techniques, et ce garçon-là ou cette femme-là qui se cache derrière ce hack, il y a des fortes chances que dans quelques semaines, mois, on en reparle et qu'ils vont aller le chercher. Donc ce que vous nous dites, c'est pas des petits génies de l'informatique qui ont mené une opération, on va dire, planifiée, très organisée. On est plutôt sur des profils qui sont improvisés? C'est pas du tout des petits génies, ils sont rarement techniques et il faut parler du sujet de l'IA. En fait, ces personnes-là, qui sont souvent des jeunes, un peu désœuvrés, un peu en manque de reconnaissance, vont trouver une reconnaissance dans ces milieux de la cybercriminalité, vont essayer de se faire un nom. Ça va booster leur ego et on aime tous avoir un peu de reconnaissance. Et l'IA va leur permettre de mettre
en fait, va les assister dans ce travail-là, d'aller chercher de la donnée, d'aller essayer de hacker les sociétés. Et pour hacker les sociétés, c'est super facile. La manière dont le procédé, ils vont aller trouver des comptes qui ont déjà été compromis. Et ils vont récupérer les identifiants, par exemple, si je veux attaquer BFM TV, bah, je vais aller récupérer les identifiants de personnel BFM TV qui traînent sur Internet et je vais aller rentrer dans les systèmes et voir à quoi j'accède. Et avec l'IA, je vais essayer d'exfiltrer un maximum de choses. C'est tout ce qu'ils font, pas plus, pas moins. Ils récupèrent des identifiants déjà volés, ils rentrent, ils regardent ce qu'ils accèdent, ils sortent un maximum de choses et ils mettent sur les forums en espérant le vendre. Merci pour ces explications, Sylvain Trinel. Un dernier mot, au-delà de nos comptes numériques sur impôts.gouv.fr, est-ce que il y a des conseils, des choses à faire ou des choses à ne surtout pas faire pour protéger au fond tous nos comptes numériques sensibles ? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas conserver le même mot de passe pour l'intégralité de vos comptes ou avoir des mots de passe trop faciles à trouver. Le premier conseil moi, que je donnerais, c'est de prendre un gestionnaire de mots de passe. Vous en avez sur votre téléphone, vous en avez gratuitement sur ordinateur. Il ne faut pas hésiter parce qu'ils peuvent vous générer des mots de passe qui sont suffisamment robustes et uniques. Donc ça veut dire que si une des plateformes que vous utilisez, elle a une attaque, et ben vous savez qu'il n'y a que ce mot de passe qui est compromis et pas tous les autres sites sur lesquels vous l'utilisiez peut-être. Ça, c'est vraiment la première des recommandations. La deuxième, c'est aussi de faire toujours attention aux courriers et aux mails que vous recevez, les récompenses que vous pouvez recevoir, les remboursements, etc. Il vaut mieux toujours aller directement sur le site internet concerné plutôt que de cliquer sur un lien à l'intérieur de ce mail. Et puis après, il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est peut-être au niveau de l'État et des budgets qui sont alloués à la cybersécurité. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes disent qu'il faudrait que 10% du budget de chaque ministère soit donné à la cybersécurité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a des ministères qui sont à moins d'1%, ce qui est quand même très très peu. Et donc, c'est vraiment peut-être le nerf de la guerre, en fait, la sécurité à la base dans ces différents organismes, au niveau des entreprises privées. Et c'est un chantier qui ne fait finalement que commencer. Merci beaucoup Sylvain Trinel, merci à vous deux d'avoir nous avoir éclairé donc sur ces risques numériques. On en vient à la guerre en Ukraine avec